Alors aujourd'hui, on plonge dans le tire-livre de Rabelais. C'est un roman du XVIe siècle qui, derrière son apparence de grosse farce, de comédie un peu loufoque, cache en fait un voyage philosophique vraiment profond. Et tout ça, ça part d'une seule question, qui est bien plus qu'une question, c'est une angoisse, une vraie angoisse existentielle. Voilà la question. À la fois simple, un peu triviale et en même temps universelle. Elle est posée par un personnage, Panurge, et son anxiété est tellement puissante qu'elle va devenir le véritable carburant de tout le livre. Ça lance une quête complètement frénétique pour obtenir une certitude qui est tout simplement impossible à trouver. Il faut bien comprendre que ce tierce livre, publié en 1546, c'est un virage à 180 degrés pour Rabelais. Fini les aventures épiques des géants Gargantua et Pantagruel, là on passe à autre chose, de beaucoup plus cérébral. On entre dans une exploration de l'incertitude humaine, où le dialogue et la réflexion l'emportent sur l'action pure. Bon, alors, c'est quoi exactement ce dilemme? C'est assez simple en fait. Panurge a tout claqué, il n'a plus un sou, et d'un coup, il a une idée fixe. Il veut se marier. Sauf qu'il y a une peur, une seule, qui le paralyse complètement. Et là, on a notre duo de choc. D'un côté, Panurge, l'angoissé, l'agité, qui veut une réponse binaire, oui ou non, c'est tout. De l'autre, son maître, le géant Pantagruel. Lui, c'est la force tranquille, le philosophe patient. Il ne va pas juste donner un conseil, non, il va se servir de cette question pour donner une leçon bien plus grande sur ce que c'est que de décider. Allez, c'est parti pour le grand show. Parce que pour trouver sa réponse, Panurge ne va rien, mais alors rien laisser au hasard. Il se lance dans une série de consultations qui est en fait un tour d'horizon complet, un véritable catalogue de tous les savoirs et de toutes les croyances du XVIe siècle. Et attention, la liste est impressionnante. Il essaye tout. D'abord, les méthodes à l'ancienne. Il ouvre un livre de Virgile au pif, il essaie d'interpréter ses rêves. Ensuite, on passe au paranormal. Une sorcière, un muet qui communique par signes. Puis, les figures un peu mystiques, un poète sur son lit de mort, un astrologue, et bien sûr, les cadors de l'époque, un théologien, un médecin, un philosophe. Pour finir en beauté, il demande même son avis au fou du roi. Et le résultat de tout ça? À chaque fois, c'est la même chose. C'est le grand ressort comique et philosophique du livre. Peu importe l'expert, la réponse est toujours floue, toujours ambiguë. Chaque conseil peut vouloir dire tout et son contraire. L'incertitude reste totale, et l'angoisse de Panurge, elle, ne fait que monter, monter et monter. Du coup, on se pose la question, est-ce que tous ces experts sont nuls ou est-ce que le problème est ailleurs? Eh bien, Rabelais nous suggère de regarder ailleurs. La faille, ce n'est pas dans les réponses, c'est chez celui qui pose la question. Et pour ça, il y a un mot-clé, la philotie. C'est un terme qui vient d'Erasme. En gros, c'est l'amour de soi, mais dans le mauvais sens du terme. C'est quand on est tellement obsédé par ce qu'on veut, par ses propres désirs, qu'on devient complètement sourd et aveugle à la réalité, à la vérité. Et là, on voit exactement comment ça marche, cette fameuse philoptie. À chaque réponse à double sens, Pantagruel, lui, il est lucide. Il regarde les signes et il dit « Oula, attention, ça ne sent pas très bon ton affaire ». Mais Panurge, lui, il se lance dans des acrobaties mentales incroyables pour tordre chaque avertissement et le transformer en une promesse de bonheur. Voilà, tout est dit. Le fond du problème, il est là. En réalité, Panurge ne cherche pas une réponse. Il cherche une confirmation. Il a déjà pris sa décision au fond de lui, mais il veut une garantie, une assurance tout risque que tout va bien se passer. Et ça, évidemment, personne ne peut lui le donner. Alors face à cette impasse totale, Pantagruel, qui a été d'une patience d'ange, va enfin parler. Il a laissé son ami aller au bout de sa folie, épuiser toutes les solutions extérieures, et maintenant, il va lui livrer la seule véritable clé. Et la voilà, la phrase clé, le cœur philosophique de tout le livre. C'est une bombe pour l'époque, un message humaniste d'une puissance folle. En clair, arrête de chercher la solution chez les autres, dans les astres ou dans les livres. La réponse, elle est en toi. Autrement dit, cette quête de certitude absolue est une voie sans issue. La vraie sagesse, nous dit Rabelais, c'est d'être adulte. C'est d'accepter qu'on ne peut pas tout contrôler, que l'avenir est incertain, et d'avoir le courage de décider quand même, en se faisant confiance. C'est ça, la liberté. Mais Rabelais, en bon provocateur, ne s'arrête pas là. Après s'être moqué de la divination et de la philosophie, il va s'attaquer à un autre gros morceau du savoir humain, la justice. Et il le fait à travers un personnage absolument inoubliable. Alors là, attention, personnage culte, le juge bridois. Ce type, c'est l'incarnation de l'absurdité du système. Pour rendre ses verdicts, pour décider de la vie des gens, il lance des dés. Oui, vous avez bien entendu des dés. Et le plus génial, c'est qu'il justifie cette méthode avec un jargon juridique incompréhensible, en citant des tonnes de textes latins. Du coup, la question qui tue se pose. Est-ce que Rabelais se paye juste la tête des juges de son temps? Ou est-ce que c'est plus profond que ça? Est-ce qu'il est en train de suggérer que, face à la complexité du monde, la raison humaine, si faillible, ne fait finalement pas mieux qu'un simple coup de dé?
La question reste ouverte. Le tiers-livre, c'est aussi un texte plein de bizarreries géniales, comme ces deux éloges. D'un côté, Panurge nous fait une tirade incroyable pour prouver que les dettes, en fait, c'est ce qui fait tourner le monde. De l'autre, le livre se termine sur un long hymne à la gloire du chanvre, une plante qui symbolise toute l'ingéniosité humaine. Bon, après tout ça, on arrive à la fin. Alors, Panurge, il a enfin sa réponse. Il se marie ou il se marie pas? Eh bien, pas du tout. Le livre ne se conclut pas par une solution, mais par le début d'un tout nouveau voyage. Le constat est là, implacable. Le savoir humain a ses limites. On a tout essayé et ça n'a mené nulle part. La certitude est introuvable sur Terre. Du coup, il ne reste plus qu'une seule option, aller chercher une réponse ailleurs, peut-être même une réponse divine. Et voilà comment le livre bascule. Le problème de Panurge n'est pas résolu, il est transformé. On passe d'une quête statique, où on attend une réponse, à une quête dynamique. On part en voyage. Et ça change tout. La vérité n'est pas une chose qu'on reçoit, c'est un chemin qu'on parcourt. C'est la grande leçon qui va lancer les livres suivants. Finalement, le tiers-livre nous laisse avec cette question, qui franchement n'a pas pris une ride. Dans notre monde actuel, saturé d'infos, d'avis contradictoires où on ne sait plus qui croire, l'œuvre de Rabelais résonne incroyablement fort. Elle nous rappelle qu'au bout du compte, on est seul face à ses choix. La décision finale, avec tous les risques et toutes les incertitudes, eh bien, elle n'appartient qu'à soi.